Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. Enfance, éducation et société. Cette collection regroupe des études et essais concernant l'enfance au travers d'approches multiples. Études universitaires et essais issus du monde de l'éducation ou du secteur du travail social, ces travaux ont en commun la même préoccupation: apporter un éclairage diversifié sur un domaine essentiel de l'univers des sciences humaines. Dernière parution. Julie Debord, les projets artistiques à l'école. Une voie de remédiation à la grande difficulté scolaire? 2020. Grégoire Ducroquet, toute la misère du monde? Témoignage d'un enseignant de français langue étrangère, 2020. Jean-Luc Sochaki, la scolarité des enfants d'immigrés polonais. Société métallurgique de Normandie et Société des mines de Soumont, 1919 à 1939, 2020. Symposium au Berlin. Campus Fonderie Mulhouse. Oli Figaro Mani, cohorte, accompagnement vers la résilience, 2020. Jomago Philem, autiste mode d'emploi, 2020. Sophie Morlaix dire, le numérique à l'école primaire, analyse des effets conjoints sur les élèves et les enseignants, 2020. Yannick Brun-Picard, transdisciplinarité, mettre en pratique dans les réalités éducatives, 2019. Yannick Brun-Picard, quand l'objet induit la méthode, conceptualisation des interfaces sociétales d'investigation conjoncturelle, 2019. Yannick Brun-Picard, le dialogue en éducation et en enseignement. Trajection proactive au cœur d'une interface communicationnelle sociétale, 2019. Yannick Brun-Picard, la carte conceptuelle en éducation, pluralité des cheminements d'une conceptualisation, 2018. Yannick Brun-Picard, positionner des jalons éducatifs sociétaux, 2018. Yannick Brun-Picard, l'exemplarité en éducation. La reconnaître, l'accepter, la valoriser, la diffuser, 2018. Anaïs Barthélémy-Chaudoir, l'enfant à l'école et la psychologue, analyse et vignette clinique de 30 ans de pratique, 2018. Yannick Brun-Picard, interface sociétale d'émulation intergénérationnelle, réalité produite par l'enseignement, l'éducation, la formation et l'instruction, 2017. Philippe Eberly, Olivier Molini et Maria Pagoni-Indir, la participation des élèves, effet de mode ou nécessité, 2017. Remerciements. Nous remercions Laetitia Sogi pour la mise en page de cet ouvrage. Pour Marcelo, un collègue apprécié de tous est disparu trop tôt. Préface. Depuis une trentaine d'années, le REF a pour vocation de créer des liens entre chercheurs francophones. Plus précisément, il favorise le travail collectif d'un groupe de chercheurs qui explore un domaine spécifique d'étude. Une première version courte des textes est proposée aux organisateurs du groupe de recherche et est à la base de discussions qui auront lieu lors des rencontres bisannuelles. Les textes retenus pour publication sont ensuite complétés et révisés par les co-auteurs, coordinateurs des rencontres, de l'ouvrage. La dernière phase de révision par les différents intervenants aboutit à une version finale qui constituera l'ouvrage collectif dont l'introduction et les conclusions sont assurées par les co-auteurs du travail. C'est dans ce large cadre, inventif, riche et efficace qu'a travaillé et continue de le faire le groupe de chercheurs francophones qui étudie l'autorégulation et l'apprentissage autorégulé en contexte d'éducation et de formation. À l'issue de chacun des REF, tous les 2 ans, le groupe à géométrie variable, au gré des intérêts et des disponibilités de chacun, publie un ouvrage rassemblant les contributions de ses membres. Sylvie Sécartier est à l'origine de ce groupe de recherche créé en 2015 et qui, en 2019, s'est centré sur l'autorégulation et l'apprentissage autorégulé. Dans les années 1970, Flavel parle de métacognition et en donne une définition qui inclut 2 composantes, à savoir la connaissance qu'on a de ses propres processus cognitifs, de leurs produits, et l'évaluation active, la régulation et l'organisation de ces processus. Flavel 1976, page 232, traduction libre. À sa suite, dans les années 1990, des auteurs comme Halal feront porter leurs travaux sur la régulation des apprentissages, l'autorégulation et la céorégulation. En 2016, Cartier et moi-même publions un ouvrage intitulé De la métacognition à l'apprentissage autorégulé, qui met en évidence les ressemblances et différences entre ces 2 concepts essentiels à l'apprentissage,
leur évolution dans le temps et l'importance du contexte, de l'histoire personnelle de l'apprenant dans l'autorégulation de l'apprentissage. Dans l'ouvrage collectif à paraître, nous retrouvons des chapitres écrits par plusieurs des chercheurs, partenaires réguliers du groupe du REF auquel j'ai fait référence et dont les membres contribuent à l'ouvrage qui fait l'objet de ma préface. Ces chercheurs ont également participé à l'ouvrage de Cartier et moi-même, paru en 2016. Je citerai par exemple Lucie Mottier-Lopez, Yann Mercier-Brunel, Mireille War et Sylvie C-Cartier. Ainsi, Lucie Mottier-Lopez a apporté à plusieurs reprises sa contribution aux publications consécutives aux rencontres, REF. Dans son domaine singulier de recherche, en collaboration avec Fernando Moral Villabona, elle questionne le concept d'autorégulation dans un contexte de collaboration entre élèves pour mener à bien une démarche évaluative. La microculture de classe reste une des préoccupations majeures de Lucie Mottier-Lopez. Pour sa part, Yann Mercier-Brunel réalise des recherches sur certains effets de la parole évaluative des enseignants sur les apprentissages des élèves, dont leur autorégulation des apprentissages. Avec Hélène Crosset-Spinelli, ils étudient les liens entre le développement d'une professionnalité évaluative en contexte d'éducation prioritaire et le soutien à l'autorégulation des apprentissages des élèves. De son côté, Mireille War, chercheuse en pédagogie universitaire et conseillère pédagogique, accompagne les étudiants universitaires dans leur méthode d'étude et forme les enseignants à des modèles pédagogiques innovants. C'est son expertise dans ce domaine qui alimente substantiellement ses nombreuses publications autour des stratégies volitionnelles des étudiants du supérieur ou encore sur le soutien à l'apprentissage autorégulé, dont un exemple est décrit dans cet ouvrage en collaboration avec François-Xavier Fievé. Sylvie C-Cartier, co-auteur du présent ouvrage, a beaucoup publié dans le domaine de l'apprentissage par la lecture, l'apprentissage autorégulé, en proposant, pour chaque concept qu'elle a étudié, un modèle opératoire validé à travers de nombreux travaux et essais dans l'enseignement. Elle a par ailleurs développé et validé une approche collaborative d'innovation pédagogique, regroupant des élèves, des enseignants, des conseillers pédagogiques, des directions scolaires et des chercheurs. En collaboration avec Virginie Martel, elle étudie la relation entre le contexte d'apprentissage autorégulé lors de la lecture multimodale en classe de français et l'engagement des élèves. Signalons le co-auteur de l'ouvrage, Jean-Louis Berger. Il s'est joint au groupe dans le cadre du REF 2017. Son expertise porte sur l'autorégulation de l'apprentissage et la motivation. Il a publié 2 ouvrages et de nombreux articles sur le sujet. Son chapitre dans cet ouvrage traite de l'autorégulation par la demande d'aide dans des contextes de formation professionnelle et pré-professionnelle, et la relation avec les croyances sur la discipline. Les mots-clés que j'ai choisis pour caractériser l'ensemble de cet ouvrage, dont je recommande la lecture, sont les suivants: autorégulation de l'apprentissage, contexte, discipline, recherche qualitative, exploratoire, collaborative, modèles explicatifs. Les prochaines rencontres de ce groupe, attendues avec intérêt, sont fixées en 2021 et organisées par Jean-Louis Berger et Sylvie C-Cartier à l'Université de Namur, Belgique. Bernadette Noël, professeure émérite à l'UC Louvain-Fucam-Mons. Les travaux du regroupement de chercheurs sur l'apprentissage autorégulé au Réseau international francophone de recherche en éducation et formation. Sylvie C-Cartier et Jean-Louis Berger. Un regroupement de chercheurs francophones étudiant l'apprentissage autorégulé en contexte d'éducation et de formation a été créé en 2015 lors d'un premier symposium réalisé dans le cadre des rencontres du Réseau international de l'éducation et de la formation, REF, qui se présente ainsi. Le REF, Réseau international francophone de recherche en éducation et formation, est né en 1989 pour tisser des liens entre les chercheurs et chercheuses des 4 pays fondateurs, Belgique, France, Québec, Suisse, et au-delà de l'espace francophone. Ses buts sont de mettre en valeur la diversité et la complémentarité des recherches et des pratiques en éducation et en formation. Faciliter, intensifier et valoriser la mise en relation des personnes et des organismes concernés par la recherche en éducation et formation, chercheurs, praticiens, décideurs. Valoriser la coopération internationale en matière d'éducation et de formation par le canal de la langue française.
Réseau international de l'éducation et de la formation, 2018, page 1. Depuis 2015, au gré des thèmes et des disponibilités de chacun, près de 40 chercheurs francophones ont traité de ce domaine de recherche. Voici un aperçu de l'historique des fondements et des travaux de ce regroupement de chercheurs francophones, étudiant l'apprentissage autorégulé. 1. Historique du regroupement de chercheurs francophones étudiant l'apprentissage autorégulé. Les fondements des travaux des chercheurs francophones sur l'apprentissage autorégulé reposent sur les premiers travaux sur l'apprentissage autorégulé réalisés principalement en langue anglaise à partir des années 1970 à 80, mais aussi en langue française. Plus particulièrement dans les années 1980 à 90, en Amérique du Nord, c'est dans la discipline de la psychologie de l'éducation, Educational Psychology, que ce domaine de recherche a pris son essor sous l'appellation de Self-Regulated Learning. Un changement de paradigme sur l'apprentissage, en tant que processus individuel et contextualisé est proposé. Auparavant, le rendement des élèves a été étudié principalement en relation avec des mesures ciblant les capacités des élèves, ou la qualité de l'enseignement, des écoles et de l'environnement familial. La théorie de l'autorégulation, en revanche, concentre l'attention sur la façon dont les élèves activent, modifient et maintiennent personnellement leurs pratiques d'apprentissage dans des contextes spécifiques. Traduction libre Zimmerman 1986 page 307. À cette période, plusieurs chercheurs aux États-Unis d'Amérique, dont Zimmerman 1990, Pintrich et De Groot 1990 et Corneau et Mandinard 1983, au Canada, dont Vine et Hadwin 1998, ainsi qu'en Europe, notamment Buchartz, 1995, ont développé des modèles qui proposent une explication du rôle et de l'articulation des processus des apprentissage dans cette perspective. Divers constats ressortent de ces travaux, dont celui que l'apprentissage autorégulé est étudié selon ses dimensions multiples, cognitives, métacognitives, motivationnelles, émotionnelles ou encore comportementales, Noël et Cartier 2016, et selon différentes approches. Ainsi, divers concepts cohabitent dans ce domaine de recherche, ce qui offre la possibilité de lier les diverses dimensions afin d'étudier les processus d'apprentissage dans leur complexité. Dans les pays francophones, ce champ de recherche a intéressé les chercheurs non seulement en psychologie de l'éducation et en psychopédagogie, Québec, mais aussi en psychologie cognitive et développementale ainsi qu'en didactique générale ou en didactique disciplinaire, Belgique et Suisse. Des publications ont témoigné de l'intérêt de ces chercheurs pour ce domaine de recherche et de formation. Cet intérêt a d'abord porté sur la métacognition, Buchel 1995, Doudin, Martin et Albanese 1999, Noël 1991. De plus, les travaux d'Halal sur la régulation des apprentissages constituent le fondement de publications traitant non seulement de l'autorégulation de l'apprentissage, mais aussi de la régulation de l'apprentissage, Halal 2007. Dans les années 2000, Cartier et Butler, 2004-2016, de leur côté, ont développé un modèle pragmatique d'apprentissage autorégulé dans des activités complexes. Il met l'accent sur l'importance de considérer la relation étroite entre différentes composantes du bagage de l'élève. Par exemple, identité, connaissance, intérêt, et de son contexte, historique, culturel, social, communautaire et scolaire, pour comprendre et soutenir le processus d'apprentissage autorégulé. Pour sa part, Mottier-Lopez, 2005-2012, traite de la régulation de l'apprentissage en intégrant dans la perspective de l'apprentissage situé, l'influence de la microculture de classe pour étudier les processus de CO-régulation ou de régulation partagée dans le contexte de la classe. En raison de son ancrage disciplinaire, la recherche francophone a poursuivi son développement dans une perspective située et appliquée, en s'efforçant de réaliser, comme l'a fait Cosnefroy, 2011, des synthèses de modèles théoriques ou d'appliquer ces derniers à l'analyse des contextes scolaires et formatifs. Plusieurs de ces travaux sont publiés dans les ouvrages collectifs de Berger et Buchel, 2013, et de Noël et Cartier, 2016. Ces ouvrages ont aussi tracé les premiers jalons de positionnement des concepts de métacognition et d'apprentissage autorégulé, ainsi que de leur lien avec des concepts connexes tels que la motivation, la volition ou la réflexivité.
La mise en évidence d'un certain nombre de chercheurs francophones qui consacraient leurs travaux à l'apprentissage autorégulé a motivé le souhait de créer un regroupement de collègues dans le cadre du Réseau international de recherche et de formation. 2. Activités scientifiques du regroupement de 2015 à 2020. En 2015, Cartier et Mottier-Lopez ont organisé le premier symposium de chercheurs dans le domaine, dans le cadre des rencontres du Réseau international francophone de recherche en éducation et formation, tenu à l'Université de Montréal, Québec, Canada, sous le titre « Soutien à l'apprentissage autorégulé en contexte scolaire ». Ce symposium a réuni pour la première fois 10 chercheurs ou équipes de chercheurs provenant de la Belgique, du Canada, de la France et de la Suisse. La thématique a concerné les dispositifs et pratiques de soutien à l'apprentissage autorégulé de l'élève. Ces travaux ont abouti à la publication d'un ouvrage aux presses universitaires du Québec Cartier et Mottier-Lopez, 2017, dont la préface signée par Halal, 2017, mentionne. Le présent ouvrage, édité par Sylvie C. Cartier et Lucie Mottier-Lopez, propose de rapprocher les travaux du courant publiés en anglais sous l'étiquette SRL et les recherches menées par des chercheurs francophones sur les processus de régulation et d'autorégulation de l'apprentissage en situation scolaire. Le rapprochement visé ne se réduit cependant pas à une superposition des deux champs de recherche. Il s'accompagne d'interrogations critiques sur les points de rencontre et sur les décalages entre les champs, p7. Cet ouvrage est structuré en 4 parties totalisant 8 études sur le soutien à l'apprentissage autorégulé. Dans cette perspective, la prise en compte de la relation individu-contexte abordée pour étudier le soutien à l'apprentissage autorégulé varie d'une partie à l'autre et d'un chapitre à l'autre, selon l'angle d'analyse privilégié. Cette variété offre une richesse de points de vue dans le domaine et témoigne de l'importance de prendre en compte la complexité du soutien à l'apprentissage autorégulé pour son étude et pour la proposition d'action. La première partie, comprenant 3 chapitres, traite des dispositifs de soutien fondés sur la collecte et l'analyse de données obtenues auprès d'élèves et d'étudiants. Les auteurs de cette partie sont Cartier, Arsenault et Guertin-Baril, Mottier-Lopez ainsi que Poncin, Ouar, Baillet, Lanotte et Sloss. La deuxième partie, regroupant 2 chapitres, présente les interactions entre enseignants et élèves comme soutien à l'apprentissage autorégulé. Les auteurs de ces chapitres sont Giglio, Boissonnade et Koller ainsi que Mercier-Brunel. La troisième partie, comportant 2 textes, expose l'évaluation formative comme soutien à l'apprentissage autorégulé, dont les auteurs sont Fagnan et Jagers pour le premier et Lepareur et Granja pour le deuxième. Enfin, la quatrième partie, constituée du seul chapitre de Rab, a pour titre « La condition de soutien à l'apprentissage autorégulé ». Fort du succès de l'édition de 2015, Mercier-Brunel, Mottier-Lopez et Cartier ont organisé, en 2017, le deuxième symposium impliquant 12 chercheurs ou équipes de chercheurs sur l'apprentissage autorégulé, provenant toujours des 4 pays fondateurs du REF, soit la Belgique, le Canada, la France et la Suisse. Ce symposium, tenu au Conservatoire national des arts et métiers, Paris, France, avait pour projet de poursuivre les travaux sur le soutien à l'apprentissage autorégulé en contexte scolaire et de formation, dans le prolongement des réflexions menées pendant le symposium de 2015. L'enjeu était toujours de mieux comprendre les processus de médiation interne et externe, qui soutiennent l'apprentissage autorégulé de l'élève dans diverses pratiques d'enseignement et situations d'apprentissage, en mettant l'accent sur les pratiques évaluatives. Ce regard a ciblé non seulement le point de vue des élèves, mais aussi celui des enseignants et des formateurs. Ces travaux ont été publiés dans 2 numéros thématiques de la revue Évaluer, Journal international de recherche en éducation et formation, EJREF, Mercier-Brunel, Mottier-Lopez et Cartier, 2019 A et B. Ces 2 numéros examinent le rôle de l'évaluation dans l'apprentissage autorégulé, notamment dans son potentiel de soutien à l'apprentissage autorégulé des élèves, problématisant les conditions nécessaires à cette évaluation soutien d'apprentissage. Il questionne les obstacles susceptibles d'être engendrés par l'évaluation en contexte scolaire et de formation. Le premier numéro traite du point de vue de l'apprenant dans ce contexte. Il s'agit de l'engagement de ce dernier dans des démarches d'auto-évaluation à des fins d'autorégulation de l'apprentissage, dans la mise en œuvre de démarches de coévaluation et de régulation interactive entre pairs,
ainsi que dans l'usage d'outils d'auto-évaluation visant à soutenir des stratégies d'autorégulation de l'apprentissage délibéré telles le portfolio. Le point de vue de l'élève est étudié de manière coordonnée avec d'autres acteurs concernés, notamment des enseignants et tout autre partenaire susceptible d'être impliqué dans des situations de co-enseignement. Les chercheurs qui ont contribué à ce numéro sont Duroisin, Mingtopio et Bozet, Poumet, Jamin et Georges, Berger et Karabénik ainsi que Hanin et Van Nieuwenhoven. Le deuxième numéro aborde le point de vue de l'enseignant ou du formateur au regard de l'apprentissage autorégulé et de la régulation des apprentissages, ceci, toujours dans un contexte d'évaluation. Les chapitres traitent, entre autres, des évaluations interactives dans des séquences d'étayage, des évaluations formatives instrumentées à des fins de soutien à l'apprentissage autorégulé de l'élève, ou encore des évaluations authentiques de compétences intégrant des tâches demandant une autorégulation de l'apprentissage dans des évaluations certificatives complexes. Ces études ont été réalisées par les chercheurs Cartier, Martel, Rusbach, Guertin-Baril et Boutin, Granja et Lepareur, Mercier-Brunel, Mottier-Lopez et Dechamboux ainsi que Sala et Martel. 3. Contribution des chapitres du présent ouvrage. En 2019, à l'Université Toulouse Jean Jaurès, France, cette fois, Cartier et Berger ont poursuivi les travaux du regroupement en organisant un symposium dont le titre était « Autorégulation, apprentissage autorégulé à la lumière des contextes et des disciplines ». Il se situe dans la poursuite des rêves précédents, en mettant en lumière les enjeux liés au contexte et aux disciplines dans l'apprentissage autorégulé. L'importance de recherche sur cette mise en contexte a déjà été prônée par Tardif 2007, dans une analyse de recherche précédente, reconnue depuis par plusieurs chercheurs contemporains Alexander, Dinsmore, Parkinson et Winters, 2011, Butler, Cartier, Schnellert, Gagnon et Giamarino, 2011, Cartier, Chouinard et Contant, 2011, Cartier, Langevin et Robert, 2011, Hadwin, Vine, Stockley, Nesbitt et Vecchina, 2001, Schunk et Green, 2018. Ces éléments de contexte sont à mettre en relation avec la perspective de l'individu selon diverses dimensions, cognitive, métacognitive, affective, comportementale, et notamment, l'engagement de ce dernier dans des tâches demandant une autorégulation ou l'usage d'outils visant à soutenir des stratégies d'autorégulation délibérées. Ce symposium du REF et la présente publication se sont efforcés de répondre à ces enjeux. La prise en compte du contexte dans l'objectif général de compréhension des activités humaines, notamment des processus d'apprentissage, est aujourd'hui incontournable, Vanners, 1998. Dans le champ de l'apprentissage autorégulé, la compréhension des influences des caractéristiques du contexte est encore relativement peu développée. La notion de contexte peut être envisagée de manière large, telle que l'environnement historique, social, communautaire et scolaire dans lequel se trouve la personne, Cartier et Butler, 2016. Par ailleurs, la notion de contexte peut être abordée comme étant les circonstances propres à la situation et à l'apprenant dans lesquelles une action ou un événement survient, A.S. Reber et Eureber, 2001. De manière plus étroite au milieu scolaire, le contexte peut être envisagé comme décrivant l'ensemble des opportunités d'apprentissage offertes dans un cours, exposé, discussion en petits groupes, tutorat, lecture à faire, devoirs, tests, et la variété croissante des ressources d'apprentissage disponibles grâce à la technologie. Traduction libre, Butler et Cartier 2004 page 99. Loin de se limiter à considérer la discipline scolaire, la notion de contexte en milieu scolaire peut aussi intégrer les attentes, les contraintes et les affordances des pratiques d'enseignement et de la situation d'apprentissage, ainsi que les interactions entre l'apprenant et la situation, par exemple, les perceptions de l'apprenant sur la situation, Halal 2019. Ainsi, les pistes de compréhension du rôle du contexte dans l'apprentissage autorégulé sont nombreuses, et ce sujet ouvre un éventail de possibilités quasi infinies. Les travaux discutés et publiés lors des 2 premiers symposiums du REF sur l'apprentissage autorégulé accordent généralement une importance forte au contexte, ce qui suggère que les travaux francophones pourraient contribuer à développer les fondements théoriques du domaine dans cette direction. En continuité à ces travaux et de manière plus ciblée, le présent ouvrage propose diverses perspectives d'études francophones traitant du contexte dans lequel nous avons intégré la discipline. Dans la première partie,
Il est question de contexte ciblant principalement la situation d'apprentissage en classe. Les études présentées portent sur la tâche rythmique en classe primaire, l'apprentissage par la lecture au secondaire en contexte multimodal en classe de français, et en classe de français pour 3 élèves en difficulté d'apprentissage. Le chapitre 1, Corporéité et autorégulation lors d'une tâche rythmique en classe primaire, est rédigé par Giglio, Chatelain et Moore. Ce chapitre s'intéresse à un contexte largement négligé, celui de l'éducation musicale, et à un public d'élèves relativement peu étudié. La focale porte sur la mise en œuvre de soutien à l'apprentissage autorégulé pour un public d'élèves de 6 à 8 ans. Les résultats de l'étude rapportée, fondée sur l'observation de 9 leçons conduites par 3 enseignantes, illustrent les contraintes vécues ainsi que la difficulté de mettre en œuvre une situation didactique favorisant l'apprentissage autorégulé de la lecture et de l'interprétation rythmique en contexte scolaire. Dans le chapitre 2, Apprentissage autorégulé à la lumière d'un contexte, l'exemple de l'apprentissage par la lecture multimodale en classe de français, se trouve l'étude de Cartier et Martel. L'objectif consiste à décrire la relation entre un contexte actuel, soit la situation d'apprentissage par la lecture multimodale, mise en œuvre dans une classe de français au secondaire, et l'engagement des élèves 12 à 13 ans dans ce contexte. Les résultats montrent que ce contexte, non habituel en classe de français, est difficile à planifier par l'enseignant et à réaliser par les élèves. De plus, ils mettent en lumière certaines conditions dans lesquelles les élèves apprennent à autoréguler leur apprentissage dans une situation donnée, et dans quelles conditions ils ont à la réaliser. Rédigé par Mourad, le chapitre 3, Apprentissage autorégulé en contexte de lecture en français, vécu de 3 élèves ayant des difficultés d'apprentissage, a pour but de mieux comprendre la façon dont une situation d'apprentissage par la lecture en classe de français au secondaire est reliée à l'expérience vécue de 3 élèves ayant des difficultés d'apprentissage. Les résultats, qui s'appuient sur une thèse de doctorat, montrent que l'activité ne demandait pas d'apprendre en lisant sur le français, même si elle répondait à certains critères de qualité et que le soutien offert, en général à tous les élèves, portait sur certaines composantes du processus. Dans ce cas, l'expérience des élèves semble être en lien de concordance avec le contexte, bien que certaines différences individuelles dans le bagage des élèves aient pu aussi jouer. Dans la deuxième partie, les contextes traités mettent en avant une interaction, soit entre élèves et enseignants, soit entre élèves. Il s'agit de la demande d'aide d'un élève à un enseignant dans 2 types de programmes, formation professionnelle et pré-professionnelle, et selon la perception de la discipline mathématique, de l'apprentissage coopératif en résolution de problèmes en classe de mathématiques au primaire, l'évaluation collaborative en classe de français au primaire, l'évaluation par les pairs en classe de physique au secondaire et l'interaction entre pairs lors du développement de compétences à l'université. Le premier chapitre de cette section, chapitre 4, porte le titre « Autorégulation par la demande d'aide dans des contextes de formation professionnelle et pré-professionnelle, l'importance des croyances sur la discipline ». Il est rédigé par Berger. Le contexte est étudié sous 2 angles. Le premier concerne la filière de formation, dont le rôle dans la demande d'aide est étudié en comparant des adolescents fréquentant des filières de formation pré-professionnelle et de formation professionnelle en alternance. Le second angle concerne l'importance, pour la recherche d'aide, des façons dont la discipline mathématique est perçue et considérée par les apprenants en termes de croyances motivationnelles et d'épistémologie personnelle. Les résultats révèlent que si les aspects de la demande d'aide diffèrent modestement entre les filières de formation, il existe des associations fortes entre les croyances sur la discipline et les processus d'autorégulation. Ceci suggère que les perceptions des apprenants sur le sujet enseigné sont à considérer pour soutenir l'apprentissage autorégulé. Dans le chapitre 5, L'apprentissage coopératif comme soutien à l'autorégulation en résolution de problèmes, analyse de l'impact d'indices et d'une prise en compte des émotions, Chen et Fagnan se penchent sur un contexte propice à la compréhension des processus de CO-régulation de l'apprentissage. Un dispositif d'apprentissage coopératif en mathématiques qui prescrit le déroulement d'interactions entre élèves. Ce dispositif offre un contexte qui soutient l'autorégulation en résolution de problèmes par des influences plurielles. Les interactions entre élèves, avec l'enseignant et avec les outils. Ce sont ainsi plusieurs concepts liés au champ de l'apprentissage autorégulé,
qui sont articulés dans cette contribution. Les résultats révèlent le potentiel et les limites du dispositif, notamment dans l'autorégulation lors du réinvestissement individuel des apprentissages réalisés en groupe. Villabona et Mottier-Lopez signent le chapitre 6 intitulé « Dans un contexte d'évaluation collaborative, étude à l'école primaire d'une démarche d'auto-évaluation de groupe en production écrite en français ». Cette contribution, qui s'appuie sur une thèse de doctorat, s'intéresse à un contexte d'évaluation collaborative dans une classe d'élèves de 10 à 12 ans. De plus, l'étude adopte une perspective située sur la régulation des apprentissages en questionnant le potentiel des régulations interactives pour favoriser la régulation partagée au niveau du groupe. Pour citer les auteurs, l'autorégulation est vue comme également foncièrement sociale en raison notamment des systèmes d'attente et signification socialement construites et partagées avec lesquels elle se développe, et réciproquement. Le contexte offre un soutien via des outils, des interactions entre pairs et des interactions avec l'enseignant. Les résultats montrent les dysfonctionnements du groupe qui peuvent survenir dans la régulation interactive, ainsi que leurs conséquences. Ils révèlent également les divers apprentissages potentiels qu'un contexte d'évaluation collaborative offre. Le 7e chapitre porte le titre « L'évaluation par les pairs pour soutenir l'autorégulation des apprentissages ». Analyse didactique du contexte d'enseignement-apprentissage en classe de physique. Le pareur est Tiberghien. Mêlant concept des champs de la didactique, de la régulation des apprentissages et de l'apprentissage autorégulé, cette contribution étudie les effets d'une évaluation mutuelle entre pairs sur l'autorégulation des apprentissages dans le contexte d'une séquence de physique dispensée à des élèves de l'enseignement secondaire. Les résultats montrent comment le contexte didactique installé dans la classe, à travers les différentes composantes de l'outil d'évaluation, est susceptible de favoriser l'autorégulation des apprentissages. Poumet, Jamin, Jacquet et Georges, au chapitre 8, proposent l'étude « Interagir avec un pair pour autoréguler son développement de compétences ». Fondée sur les commentaires de 215 étudiants de 8 masters français et belges organisés selon une approche par compétences, APC, ce chapitre explore les perceptions d'utilité que les étudiants ont de l'organisation formelle d'interaction entre pairs pour autoréguler leur développement de compétences. Les résultats sont discutés dans la perspective de l'amélioration des éléments de contexte que sont la structure de la situation, les interventions de l'équipe enseignante et les interactions entre pairs pour favoriser l'autorégulation des apprentissages. Dans la dernière partie de l'ouvrage se trouve le contexte d'innovation pédagogique et de formation continue des enseignants. Il est abordé selon l'enseignement de l'anglais, en classe inversée, la co-création didactique des enseignants en contexte de multimodalité et les gestes professionnels évaluatifs en contexte d'éducation prioritaire. Le 9e chapitre, mise en œuvre d'un modèle pour soutenir l'apprentissage autorégulé en première année à l'université, est rédigé par War et Fievé. Fondé sur une recherche collaborative exploratoire entre un professeur et une conseillère pédagogique, le chapitre vise à présenter les pratiques pédagogiques suggérées sur la base d'un modèle de soutien à l'apprentissage autorégulé et mis en œuvre dans le cadre de l'enseignement de l'anglais en classe inversée, et l'apprentissage autorégulé des étudiants dans ce contexte. Les résultats montrent les aspects du modèle sur lesquels les pratiques se sont focalisées, mettent en évidence des améliorations possibles dans les actions de soutien et pointent les difficultés qui émergent de ce soutien dans ce contexte. Le chapitre 10, Apprentissage autorégulé en contexte de co-création pédagogique d'activités de littératie numérique, le cas d'une enseignante engagée, est rédigé par Martel, Lasselle et Lalonde. Dans le cadre d'une recherche et design en éducation, l'objectif est d'illustrer la manière dont les actions et les pensées d'une enseignante, selon le modèle retenu, se manifestent dans le contexte spécifique de co-création pédagogique d'activités de lecture, de communication écrite, orale et multimodale à l'aide du numérique, impliquant des participants des milieux de la recherche, de la formation et communautaire. Les résultats permettent de mettre en lumière certaines composantes de l'apprentissage autorégulé en contexte de co-création pédagogique, mais aussi ce qui semble agir comme levier ou obstacle à l'engagement et à l'apprentissage dans ce contexte donné. Dans le chapitre 11, Crosset-Spinelli et Mercier-Brunel présentent l'étude
Lien entre le développement d'une professionnalité évaluative en contexte d'éducation prioritaire et le soutien à l'autorégulation des apprentissages des élèves. L'objectif est d'étudier le développement de l'activité évaluative d'enseignants d'un réseau d'éducation prioritaire, afin de privilégier le soutien à la régulation des apprentissages par rapport au jugement normatif. Les résultats montrent que certaines dimensions du contexte ont conduit 2 enseignants observés à évoluer dans leur pratique évaluative, suivant des cheminements singuliers, même si des formes de métier profondément incarnées et une représentation des difficultés des élèves semblent entraver le développement d'une professionnalité évaluative. Le chapitre final propose une vue d'ensemble des contributions, suivie d'une discussion axée principalement sur le thème de l'ouvrage, soit le lien entre contexte et apprentissage autorégulé, puis d'une discussion concernant la terminologie du champ, ainsi que de certains points marquants et de sujets qui mériteraient, à notre avis, que l'on s'y penche dans le futur. En conclusion, le présent ouvrage ambitionne, au travers des études empiriques présentées, de montrer comment l'apprentissage autorégulé se manifeste en fonction du contexte d'apprentissage, voir comment il dépend dans ses diverses dimensions, des caractéristiques de ce contexte. Références bibliographiques. Alexander P.A. Dinsmore D.L. Parkinson Monsieur et Winters FI 2011. Self-Regulated Learning in Academic Domain. Dans B.J. Zimmerman et D.H. Schunk dir. Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance, page 393 à 407. Routledge Taylor et Francis Group. Halal, L. 2007. Régulation des apprentissages. Orientation conceptuelle pour la recherche et la pratique en éducation. Dans El Halal et El Motier Lopez dir. Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation, page 8 à 23. De Bock. Halal, L. 2017. Préface. Dans SC Cartier, SC et El Motier Lopez dir. Le soutien à l'apprentissage autorégulé en contexte scolaire, P7X. Presse de l'Université du Québec. Halal, L. 2019. Assessment and the Co-Regulation of Learning in the Classroom. Assessment in Education, Principles, Policy et Practice. Prépublication. Merger, Gisèle et Buchel, FP dir. 2013. L'autorégulation de l'apprentissage. Perspective théorique et application. Ovadia. Oukarts, Monsieur 1995. Self-Regulated Learning. Bridging the Gap Between Metacognitive and Metamotivation Theories. Educational Psychologist, 34, 195 à 200. Buchel, FP dir. 1995. L'éducation cognitive. Le développement de la capacité d'apprentissage et son évaluation. Delachaux et Nistlé. Butler, D.L. et Cartier, SC 2004. Promoting Effective Task Interpretation en Important Work Habit. Key to Successful Teaching and Learning. Teachers College Record 106.9, 1729 à 1758. Butler, D.L. Cartier SC, Schnellert, L. Gagnon, F. et Giamarino Monsieur 2011. Secondary Students Self-Regulated Engagement in Reading. Researching Self-Regulation as Situated in Context. Psychological Test and Assessment Modeling, Special Issue, par 2. New Approaches to the Study of Self-Regulated Learning, 53.1, 73 à 105. Cartier SC et Butler, D.L. 2004. Assessing Self-Regulated Learning in Two Different Activities. Reading to Learn and Conducting Research, Communication orale. Congrès de la Société canadienne de l'étude de l'éducation. Cartier SC et Butler, D.L. 2016. Comprendre et évaluer l'apprentissage autorégulé dans des activités complexes. Dans B. Noël et SC Cartier dir. De la métacognition à l'apprentissage autorégulé, page 41 à 54. De Bock. Cartier SC Chouinard R. et Contant H. 2011. Apprentissage par la lecture en milieu défavorisé. Stratégie d'adolescents ayant une faible performance à l'activité. Revue canadienne de l'éducation 34.1, 36 à 64. Cartier SC, Langevin L. et Robert J. 2011. Learning Strategies of Students Aged 16 to 19 and Attending Second Chance Schools. Alberta Journal of Educational Research, 57.2, 171 à 184.
Cartier SC et Mottier Lopez L. dir. 2017. Le soutien à l'apprentissage autorégulé en contexte scolaire. Presse de l'Université du Québec. Corneau, L. et Mandinard, E.B. 1983. The Role of Cognitive Engagement in Classroom Learning and Motivation. Educational Psychologist, 18-2, 88-108. Confroy, L. 2011. L'apprentissage autorégulé. Entre cognition et motivation. Presse universitaire de Grenoble. Doudin, P.A. Martin D. et Albanese, O. 1999. Métacognition et éducation. Peter Lang. Adwin A.F. Vin Ph. Stockley, D.B. Nesbitt J.C. et Vecina C. 2001. Context Moderate Students, Self-Report About How They Study. Journal of Educational Psychology, 93-3, 477 à 487. Mercier-Brunel Y. Mottier Lopez L. et Cartier SC dir. 2019a. L'évaluation dans l'apprentissage autorégulé et dans la régulation des apprentissages, tome 1. Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 5-2. Mercier-Brunel Y. Mottier Lopez L. et Cartier SC dir. 2019b. L'évaluation dans l'apprentissage autorégulé et dans la régulation des apprentissages, tome 2. Évaluer. Journal international de recherche en éducation et formation, 5-1. Mottier Lopez L. 2005. Co-constitution de la microculture de classe dans une perspective située. Étude d'activité de résolution de problèmes mathématiques en 3e année primaire, thèse de doctorat inédite. Université de Genève. Mottier Lopez L. 2012. La régulation des apprentissages en classe. De Bock. Noël B. 1991. La métacognition. De Bock. Noël B. et Cartier SC dir. 2016. De la métacognition à l'apprentissage autorégulé. De Bock. Pintrich PR et de Groot EV 1990. Motivational and Self-Regulated Learning Component of Classroom Academic Performance. Journal of Educational Psychology 82, 33-40. Reber A.S. et Reber E. 2001. The Penguin Dictionary of Psychology, 3e édition. Penguin Books. Réseau international de l'éducation et de la formation, 2018. Règles de fonctionnement. Documents internes. Schunk D.H. et Green J. dir. 2018. Handbook of Self-Regulation of Learning and Performance, 2e édition. Routledge Taylor et Francis Group. Tardif J. 2007. La régulation par l'intermédiaire des situations d'apprentissage contextualisantes. Une aventure essentiellement prescriptive. Dans El Halal et El Mottier Lopez dir. Régulation des apprentissages en situation scolaire et en formation, pages 25 à 43. De Bock. Vanners B. 1998. From Context to Contextualizing. Learning and Instruction 8-6, 473 à 488. Vin Ph. et Adwin A.F. 1998. Studying a Self-Regulated Learning. Dans DJ Hackey, J. Dunlowski et A.C. Grasser dir. The Educational Psychology Series. Métacognition in Educational Theory and Practice, page 277 à 304. Lawrence Erlbaum. Zimmerman, VJ 1986. Becoming a Self-Regulated Learner, Which are the Key Subprocesses? Contemporary Educational Psychology, 11, 307 à 313. Zimmerman, BJ 1990. Self-Regulated Learning and Academic Achievement, en Overview. Educational Psychologist 25.1, 3-17. Section I, Apprentissage autorégulé en situation d'apprentissage en classe. Chapitre 1. Corporéité et autorégulation lors d'une tâche rythmique en classe primaire. Marcelo Giglio, Sabine Châtelain et Marcel Moore. Résumé. Ce chapitre analyse plusieurs situations d'autorégulation de l'apprentissage de la lecture et l'interprétation rythmique en contexte scolaire de l'éducation musicale. Il a pour but de mieux comprendre comment l'élève accède au savoir rythmique par des tâches proposées.
Pour ce faire, nous observons 9 leçons conduites par 3 enseignantes, 3 leçons chacune, qui engagent leurs élèves de 6 à 8 ans dans des tâches de lecture et d'interprétation de rythme. Nous identifions différents usages de la corporéité des élèves dans ce type de situation d'apprentissage musical. Nos résultats montrent la complexité de cette modalité d'apprentissage dans une perspective didactique. Mots-clés. Didactique de la musique, corporéité, lecture et interprétation rythmique, durée, autorégulation. 1. Contexte et aspect théorique de l'apprentissage rythmique. Cette étude cherche à mieux comprendre les usages de la corporéité des élèves pour soutenir l'autorégulation de l'apprentissage de la lecture et l'interprétation rythmique en contexte scolaire de l'éducation musicale. Le travail de 3 enseignantes de classe d'élèves de 6 à 8 ans de l'enseignement obligatoire est observé. Après une présentation des aspects théoriques concernant les contextes de l'apprentissage des savoirs rythmiques, nous détaillons le but et la méthodologie de cette étude. Par la suite, nous présentons les résultats en mettant l'accent sur le contexte spécifique observé, à savoir l'apprentissage musical dans une classe primaire. 1.1 La corporéité et le mouvement pour apprendre le rythme en contexte de classe. Le rôle du corps et de ses mouvements dans l'apprentissage musical est primordial, car cet apprentissage est largement basé sur un accès à la connaissance musicale par l'imitation, la mémorisation et l'improvisation. Sloboda, 1985. Selon une perspective anthropologique comme celle de Marcel Mauss, 1950, le corps est l'objet technique le plus naturel et le moyen technique que toute personne a en soi. Plusieurs auteurs soulignent l'importance de la corporéité de l'élève et celle de l'enseignant dans un processus d'enseignement-apprentissage rythmique, Milly, Rickenmann, Merchant Price et Chopin 2013. L'exemple par excellence est celui de la rythmique d'Émile Jacques Dalcroze, 1920. Pour l'auteur, le rythme est en soi du mouvement, et tout mouvement exige un espace pour le développement d'une conscience du rythme plastique, et aussi un temps pour le développement d'une conscience du rythme musical. Gintunen et Ivenen 2004 montrent que dans l'éducation rythmique dalcrozienne, le mouvement est lié à la connaissance du corps, à la compréhension musicale, à l'écoute, à l'expression et au sens de soi. Gintunen et Ivenen 2004 se demandent si le mouvement du corps dans l'enseignement de la musique développe avant tout une connaissance corporelle de la musique. Elle considère certaines métaphores en tant que moyen pour illustrer des notions musicales abstraites par des mouvements concrets du corps. 1.2 Usage du mouvement du corps dans une perspective didactique de la musique. Lorsque des élèves de 6 à 8 ans composent ou jouent une courte pièce musicale en classe, ils peuvent faire usage de gestes corporels dans un but de communication, notamment en imposant une idée musicale en jouant ou en partageant une technique d'exécution sans discuter ou simplement en disant « tu fais comme ça », par exemple, Giglio, Bulgheroni et Sig 2018. Tous ces gestes sont en lien avec ceux qui sont propres à l'exécution rythmique, par exemple les mouvements des mains pour frapper un tambourin avec des baguettes ou le mouvement du corps pour maintenir le tempo. Dans ce contexte, la corporéité de l'enseignant est omniprésente pour montrer, interpréter, faire imiter ou jouer des rythmes pour et avec les élèves. Jambry 2002, Gintunen et Ivenen 2004. Tous ces mouvements du corps, tant ceux de l'enseignant que ceux des élèves, sont plus ou moins réfléchis. Pour les élèves avec peu d'expérience et de savoir-faire musicaux, ces mouvements du corps peuvent être cruciaux pour passer d'une acuité corporelle au sens commun à une acuité corporelle au sens musical. Dans le cadre de plusieurs études sur les collaborations créatives entre élèves en éducation musicale, Giglio 2013, 2015, 2016, Perret-Clermont et Giglio 2017, certaines transitions d'un type de geste corporel à un autre ont pu être observées. D'un corps statique, de celui qui observe ou écoute à un corps en mouvement pour produire ou reproduire des rythmes. D'un mouvement habituel ou connu par les élèves, gestes quotidiens comme applaudir, frapper, taper, marcher, écrire, compter, à la transformation de ce type de mouvement en geste musical par l'utilisation du corps comme instrument pour frapper un rythme de manière synchronisée ou pour compter la quantité de frappes et mesurer les durées, entre autres. Giglio 2018 page 14. Ces acuités corporelles sont cruciales pour passer des postures, mouvements et gestes produits par un élève de façon spontanée, comme marcher, écrire, frapper,
imiter un geste ou représenter une imagination par son corps, à des mouvements musicaux et gestes de production rythmique propres à une culture musicale ou aux genres musicaux. 1.3 L'autorégulation de l'élève lors d'une tâche rythmique et le soutien de l'enseignant. Dans une perspective didactique de la musique, l'autorégulation de l'apprentissage musical peut être considérée comme une construction cognitive socialement ancrée, fondée sur la recherche orientée vers l'amélioration de la manière dont les élèves acquièrent une gamme complexe de compétences nécessaires à la poursuite de leur apprentissage de la musique en persistant dans la durée. Macpherson et Zimmerman 2002. Parmi les paramètres musicaux tels que durée, hauteur, intensité et timbre, l'apprentissage lié à la durée, voire au rythme, semble être plus complexe que celui des autres paramètres. Par exemple, en examinant les tendances communes et les différences individuelles dans la pratique musicale des enfants selon plusieurs dimensions de l'autorégulation de l'apprentissage en musique, Macpherson et Renwick, 2001, ont conduit une observation longitudinale de 7 enfants, âgés de 7 à 9 ans, en les filmant régulièrement au moment de leur pratique musicale individuelle et autonome sur une période de 3 ans. Une des caractéristiques omniprésentes dans l'analyse des erreurs des élèves était la qualité variable de leur précision rythmique dans l'exécution d'une pièce instrumentale. La précision rythmique est comprise ici en tant qu'exécution musicale de manière stable et à tempo. En effet, pendant la majeure partie du temps de la première année d'observation, l'enseignant accordait peu d'attention à la précision rythmique, et aucune stratégie apparente n'était utilisée par ces enfants pour remédier aux erreurs. Macpherson et Renwick, 2001. Selon les auteurs, pour la plupart d'entre eux, il semble que seule la connaissance préalable de la pièce musicale à apprendre ou la mémorisation de la pièce interprétée par leur enseignant de musique ait aidé, voire guidé, leur précision rythmique. Ce n'était pas le cas pour les aspects mélodiques. Macpherson, 1994, a pu observer que les étudiants de niveau intermédiaire en musique et ceux de niveau avancé font 3 fois plus d'erreurs rythmiques que d'erreurs de hauteur tonale en déchiffrant une partition. Quant aux élèves plus jeunes, une autre étude, Barry 1992, montre que lors des essais libres d'interprétation rythmique, certains novices n'apportent aucune amélioration à leur précision rythmique ni à leur musicalité. Pour Hallam, 1992, une des questions centrales consiste à savoir si l'élève considère qu'il existe une façon correcte de jouer la musique. Ces études proviennent avant tout de contextes de l'apprentissage instrumental individuel. Force est de constater que les travaux sur l'autorégulation des apprentissages musicaux en contexte scolaire de l'enseignement primaire sont encore en friche. De façon plus générale, Zimmerman, 1994, soutient que les étudiants ne sont pas en mesure de développer ou montrer leurs compétences en matière d'autorégulation dans un contexte où ils n'exercent aucun choix ou contrôle personnel. En plus des ressources nécessaires pour réaliser les autocontrôles par l'étudiant, certaines techniques verbales de l'enseignant peuvent s'avérer utiles, même entre élèves dans le soutien à l'apprentissage hétérorégulé. Giglio, Boissonnade et Kohler, 2017. D'après Nielsen, 2001, il y a quelques questions importantes à poser aux élèves telles que « Quel est mon problème ? Comment puis-je le résoudre ? Et comment je me débrouille ?» Le soutien de l'enseignant peut aider les élèves à apprendre à orchestrer leurs activités stratégiques face à des problèmes fluctuants. Butler, 1998. La possibilité d'autorégulation peut nécessiter un soutien à leur motivation. Hadwin et Järvelä, 2011, ainsi qu'un engagement à un autocontrôle et une autoréactivité. Zimmerman et Bandura, 1994. Pour Zimmerman 2008, l'autocontrôle est une maîtrise de soi durant la performance, auto-instruction, imagerie, attention focalisée et stratégie de tâche, et l'autoréactivité fait partie d'une métaréflexion basée sur une auto-évaluation du processus, autosatisfaction, adaptation, défense ou résistance. De plus, l'autorégulation peut impliquer une articulation entre l'individuel et le collectif. En effet, dans un contexte de classe dans lequel il s'agit de lire et d'interpréter, voire d'apprendre à lire et à interpréter des séquences rythmiques, les élèves ont besoin d'une information ou d'un contrôle mutuel de ce qu'ils font. Ils peuvent s'encourager à s'engager dans l'activité, étape par étape. Bandura, 1986, Hadwin et Oshige, 2011, Salonen, Vora et Evclid, 2005. Toutefois, plusieurs recherches, comme celle de Dignat Van Evik et Van der Werf, 2012,
ont mis en évidence la difficulté des enseignants du degré primaire de proposer des stratégies d'autorégulation. 2. Objectif de recherche. L'objectif de cette contribution est d'étudier certaines situations d'autorégulation des élèves lors de la lecture et l'interprétation rythmique en contexte scolaire de l'éducation musicale. Nous nous demandons comment l'élève accède à un savoir rythmique par sa corporéité, dans ce contexte d'enseignement de la musique. De plus, il s'agit d'identifier comment les élèves peuvent autoréguler une précision rythmique en tant que maîtrise d'exécution des motifs rythmiques de manière stable et à tempo. 3. Les aspects méthodologiques. Pour atteindre nos objectifs de recherche, 9 leçons sont enregistrées et analysées. Chacune des 3 enseignantes participantes, 2 enseignantes généralistes, Véronique et Gaëlle, et une enseignante spécialiste en éducation musicale et intervenante dans la classe de Gaëlle, Marielle, conduit et enregistre 3 leçons. Les 3 enseignantes engagent leurs élèves dans un contexte d'apprentissage lié aux tâches de lecture et d'interprétation. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.